L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Ta perception à toi quand on parle d'adaptabilité? J'ai envie de te répondre moi sur la question sur l'adaptabilité. Tout de suite quand on en a parlé, c'est un peu toutes ces expérimentations en Suisse. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais en tout cas c'est très vite arrivé sur cette thématique, et notamment sur la question du logement communautaire et toutes les expérimentations qui sont faites à Zurich, notamment autour de l'habiter à plusieurs. Je pense à tout ce qui a été fait autour des expérimentations Kraftwerk 1, 2, 3, les questions, tout ce travail sur le logement communautaire qui va aborder la question de l'adaptabilité par un mode d'habiter qui est suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir justement des usagers, des habitants qui vont trouver dans cette liberté des typologies qui sont proposées une adaptabilité à leur mode de vie, parce que eux-mêmes sont issus d'un style de vie ça peut être des femmes isolées ou des hommes isolés avec enfants qui ont un parcours de vie, voilà, on se sépare, l'existence n'est pas réglée comme elle l'était réglée à une époque, et ça on l'a tous vécu, on le vit tous. Et donc c'est dans cette idée-là de l'adaptabilité que je comprends en tout cas la question que tu me poses. C'est une des pistes aujourd'hui effectivement qu'on a abordé, hein, cette réflexion, on va dire, d'offres à la variété de public et des usages. Mais donc sur la question effectivement des fonctionnalités à travers les usages, on s'est posé plusieurs fois les questions, c'est comment je vais les diagnostiquer, les apprécier, les pondérer, les critériser. Qu'est-ce que ça va solliciter comme compétences par rapport à ça? Quels seront les acteurs qui vont être sollicités? On entend, moi dans les entretiens précédents, au-delà de l'école, mais dans les autres personnes que j'ai rencontrées, que derrière, on créera de l'intérêt pour cette démarche que si on résout, je dirais, l'appât financier, parce que par exemple les bailleurs privés n'iront là-dedans que s'il y a une plus-value, je dirais, dans l'offre par rapport à ça, et une rentabilité. Mais idem pour les bailleurs sociaux qui aujourd'hui gèrent un patrimoine et regardent le coût que ça a comme rapport au mètre carré. Oui. Je voudrais juste compléter sur parce qu'il y avait une deuxième image qui est arrivée quand tu me parlais d'adaptabilité. Il y a le travail de Sophie Delay que je trouve assez remarquable. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, je pense que oui, hein, Archie, qui développe actuellement un travail assez fin sur la question du logement et sur la question de l'adaptabilité en proposant un dispositif de tram. Mais je sais aussi que le travail que vous avez fait, vous êtes en train de mener avec Emmanuel, aussi va dans cette direction, parce que j'ai vu déjà un petit peu des débuts de résultats de séminaires et je vois un peu les choses converger, j'ai envie de dire. Juste pour revenir sur la question de l'adaptabilité, il y a cette intelligence de la trame qui est une trame suffisamment souple dans les travaux de Delay, pour que je résume très très simplement, mais on pourrait détailler plus loin, qui permet justement dans cette adaptabilité un fonctionnement selon des moments dans l'année, selon des moments dans la semaine, selon les moments de vie justement, très différents, en associant des espaces qui sont de dimensions et de taille assez similaires, et donc un séjour et une chambre peuvent s'inverser, une cuisine qui elle ne peut pas s'inverser toujours au même endroit, mais c'est cette combinaison,
cette trilogie ou plusieurs, on pourrait imaginer qu'il y a d'autres espaces qui tournent autour, c'est cette espèce de trame assez intelligente et assez neutre qui permet de pouvoir fabriquer une forme d'adaptabilité, en tout cas de répondre à des modes de vie très différents. Quand on rencontre et qu'on discute avec les uns et les autres, on a deux niveaux. Ouais. On a la fonctionnalité technique à l'intérieur par rapport à l'offre, mais après on a les usagers dans le sens où il va falloir qu'ils s'approprient à vivre avec l'espace. Oui. Et donc c'est quand même deux regards totalement différents. Oui. Et donc quand on discute avec Emmanuel, effectivement, c'est de dire, ben oui, mais du coup, ce qui est important, c'est de suivre le projet, y compris après la mise en service. Et ça, aujourd'hui, les architectes ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça ne rentre pas dans leur mission. Enfin, les équipes de maîtrise d'œuvre, en général, sauf dans les marchés globaux de performance, sinon, ça y est, jamais. Ouais. Alors que c'est d'abord extrêmement important, parce qu'en France, on a oublié un élément important, enfin même deux, c'est on délaisse la performance de la programmation et on n'évalue jamais. Il y avait une conférence d'Anne Lacaton en clôture des journées de l'architecture à Strasbourg, qui nous a montré un travail, une grande partie des travaux de Lacaton-Vassal, de leur agence, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'ils se sont attardés dans certaines opérations pour, quand je dis attardés, c'est-à-dire qu'ils sont restés au-delà des éléments de mission définis effectivement par la loi MOP et tout ce que ça comporte, pour pouvoir justement vérifier les hypothèses qu'ils avaient mis en place dans leur projet d'appropriation par rapport aux espaces qu'ils avaient imaginés, notamment sur la question du prolongement extérieur, qui est une réflexion, une marotte chez eux, sur lesquelles ils travaillent beaucoup, et notamment dans les restructurations de certains grands ensembles. Notamment il y a un à Paris et un à Bordeaux où ils ont fait ce travail d'expérimentation et où ils sont allés assez loin puisqu'ils sont restés, ils l'ont documenté en visitant après coup, à distance, dans le temps, à 1 an ou 2 ans, et en faisant un travail documentaire qui, je crois, fait l'objet d'un livre et qui, à un moment donné, permet de vérifier les hypothèses qu'ils ont fait et donc leur permet de pouvoir avancer avec plus de force sur les projets qui viennent. Ça n'existe pas, ça, dans les éléments de mission de base. On n'a rien qui parle de ce suivi, comme tu l'as dit, ou qui peut vérifier la façon dont cette appropriation peut s'opérer, à part la curiosité de l'architecte, qui à un moment donné pourrait être amené, comme ils l'ont fait, à revenir quelques années après, à assumer et revenir pour savoir si effectivement les hypothèses qui ont été faites sont les bonnes, quoi. Ça nous amène vers une réflexion, on va dire un peu contestataire aujourd'hui, où on s'aperçoit qu'on voit des profils qui viennent sur des missions d'assistance à la maîtrise d'usage. Nous, on y oppose deux choses, en disant que de toute manière aujourd'hui, l'analyse des usages, d'abord l'architecte le fait, mais le programmiste, normalement, le fait très en amont. Oui. Nous, en tant qu'ergonome, c'est le cœur de notre métier, puisqu'on analyse l'activité. Il n'empêche que les maîtres d'ouvrage sont séduits dans cette offre aujourd'hui, dans cette offre de service, et on la voit apparaître, alors soit intégrée aux équipes, soit conjointement en AMU, alors que presque, on va dire, réglementairement parlant, il n'appartient à personne. Oui, il n'appartient à personne. Parce que l'AMU, en soi, ça n'existe pas. Parce que l'usager n'est pas une fonction, enfin, une entité. N'est pas une entité dans l'équation, ça je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, quand tu réponds à un appel d'offres avec un promoteur, tu vois très nettement que les compétences demandées, tu as HQE, tu as FLIT, et à un moment donné, maîtrise des usages. Et donc aujourd'hui, moi je me coltine effectivement de plus en plus de compétences annexes comme ça au projet. Et est-ce nécessaire? Quelle valeur ajoutée? Moi je pense que ça l'est. Maintenant toi tu as l'air de mal le vivre, ou du moins tu as l'air de dire que c'est une corvée. Mais bon, après... Moi ma question c'est, est-ce que l'architecte ne devrait pas être au cœur de tout ça? Mais oui, il faut que l'architecte soit au centre de... Mais la question du logement est assez délicate quand même en France. Quand on y réfléchit, c'est le sentiment que j'ai en tout cas moi, c'est que ça nous échappe de plus en plus. C'est un liquide qui est en train de partir entre nos doigts, et c'est la question de la valeur aussi, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'on donne à l'architecte, en l'occurrence dans une opération de logement qui est de plus en plus réduite, de plus en plus peau de chagrin, et où on fait appel à toi des fois pour simplement des coloris ou des choses qui sont
tellement loin de l'architecture. Les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, comment cette plus-value que la maîtrise d'œuvre, au sens large, est capable d'apporter, quels sont les éléments qu'elle peut mettre en avant pour montrer la garantie du risque, déjà, la pérennité d'une création, la satisfaction d'un usage. Pour revenir aux éléments de mission tels qu'on les connaît, ça a une trentaine d'années, il me semble, tels qu'on pratique. Il y a peut-être il y a eu une tendance quand même, pas d'année en année, parce que c'est pas d'année en année, mais il y a une tendance progressive à une forme de déshabillement, de détachement vis-à-vis des éléments de mission de base. Il faudrait certainement contrecarrer en redéfinissant quelque part quelque chose qui permettrait de remettre au cœur des éléments de mission la question architecturale, parce que j'ai l'impression qu'elle est évacuée progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Ça, c'est un travail à mener auprès des instances type ordre et autres, de pouvoir travailler, j'imagine, autour de cette question-là, de redéfinir quelle est la mission de base. Moi, je donne des cours en HMO, et ça me permet de pouvoir justement réviser mes classiques, de pouvoir me replonger dans l'histoire de ce métier et de me rendre compte qu'il y a des choses qui effectivement ont évolué. Elles sont définies d'une certaine façon dans les années 80-90 et on est dans les années 2020 et la société a évolué et on est resté sur des principes qui sont certainement plus adaptés aux enjeux de la société actuelle. Au-delà des étudiants que tu rencontres au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas, puisque nous, cette étude, elle est portée par un OPCO, donc un opérateur de compétences, qui s'intéresse donc au métier et à la formation, est-ce que, y compris pour ceux qui sont en place, il n'y a pas une réflexion sur des contenus? On pourrait même garder ça. Alors ça, c'est sûr qu'il doit y avoir un travail de fond à mener dans le contenu de la formation, puisque cette formation, elle a pour objectif d'acquérir des compétences. C'est tout simple. Si ces compétences ne sont pas adaptées au métier que tu fabriques, parce que le métier a évolué et que les enjeux ont évolué, à un moment donné, il va y avoir un décalage, et un décalage qui va être très mauvais, parce qu'on est en train de former des jeunes qui ne seront plus adaptés au métier qu'on imagine, pas qu'on imagine, qu'on entend qu'il doit être. Et donc là, c'est clair qu'il y a un sacré... ça fait partie de la mission que je me suis fixée, d'essayer de faire avancer les lignes. Mais par contre, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que tu vois bien, dans une équipe d'enseignants, tu as des enseignants de tout âge, de toute génération, avec des pratiques qui sont toutes très différentes. Il y a des gens comme Emmanuel ou comme d'autres qui ont des agences et qui travaillent à côté et qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, puis d'autres qui ne travaillent pas du tout dans des agences et qui sont soit dans la théorie ou soit dans la recherche, etc. Mais c'est cette complémentarité qui fait la force de cette équipe pédagogique chez nous. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'elle a une inertie, parce que y a des enjeux qui ne sont pas forcément compris par tout le monde de la même façon d'ailleurs. Et donc, c'est une richesse et en même temps, c'est un défaut. Mais quand tu essaies de faire avancer le public, il faut y aller avec beaucoup d'énergie, il ne faut pas être seul, parce que c'est pas évident du tout. Il y a un enjeu à faire évoluer. C'est clair que nous, on doit être en connexion avec ce qui se passe à l'extérieur, d'où ce qu'on fait, les enquêtes annuelles et quinquennales qu'on a menées avec Louis et Christelle et moi, pour pouvoir justement comprendre quels sont les enjeux qui arrivent de la profession. L'Observatoire des métiers, qui est un autre organisme aussi, qui permet aussi de comprendre quels sont les enjeux qui arrivent au niveau professionnel. Bien sûr, notre propre pratique, mais c'est clair qu'il faut qu'on fasse avancer les lignes. Et la question du logement, tel qu'on l'enseigne, doit évoluer aussi. Même si après, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'autres questions aussi qui doivent avancer. Au-delà de cet engagement que vous avez, que je côtoie, ce matin, j'ai bien vu, à travers les étudiants, pourtant sur un sujet que je maîtrise bien moins, l'orientation qu'on donne pour qu'il y ait un point de vue, avec une prise de conscience, c'est que on ose aller donc sur un engagement. Par rapport à une position de chef d'entreprise, comme moi qui recrute donc dans mon métier, finalement, ce qu'ils ont appris à l'école, ils l'ont appris à l'école, mais j'ai ma méthode. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire l'hypothèse que tous ces jeunes gens et jeunes filles qui vont aller dans les agences vont rencontrer des habitudes de travail qui ne sont pas forcément dans ces évolutions.
même si l'Observatoire des métiers vous montre des tendances, on peut quand même faire l'hypothèse que dans beaucoup d'agences, ils vont re-rentrer dans un environnement un peu bloqué, plutôt techniciste, non pas, moi j'appellerais humaniste. Oui. Et du coup, comment vous, école, puisque dans le cadre de la formation continue, vous pouvez être interpellé, vous pouvez jouer un rôle auprès de l'ordre ou du syndicat. Attends, il y a deux questions quand même dans ce que tu dis, parce qu'il y a la première question qui est l'adéquation de la... Tu dis, à l'école, on leur apprend à découvrir leur propre méthode de travail, ou du moins à développer leur sensibilité, leur écriture, etc. Et quand ils sortent de l'école, ils vont être confrontés, en rentrant dans une agence, à devoir faire le travail qu'on leur demande de faire de façon très, très pro, technique, etc. Et d'ailleurs, tous les étudiants qui sortent de cette école sont reconnus pour cette aptitude, qui est une vraie aptitude. Ça, moi, je l'entends tout le temps. Tout le temps, on me dit, moi, j'emploie quelqu'un qui sort de chez vous, c'est top. Il n'y a pas besoin de trop raconter. Tu dis, voilà, tu fais, et puis ça se passe sans problème. Et c'est des gens qui sont très compétents, à la fois techniquement et architecturellement parlant. Maintenant, toi, tu dis que du côté des architectes et des agences qui sont en place et qui travaillent, ce qui est mon cas aussi, on voit bien qu'il y a une différence et une adaptation dans la méthode de travail. Quelqu'un qui vient de l'école ne peut pas démarrer instantanément comme ça dans une agence. Il y a quelque chose qui prend quelques jours, quelques semaines, et qui est de cette adaptation à un nouveau mode de travail, à une nouvelle façon de faire les choses, qui est très très loin, assez lointaine de ce qu'on leur apprend à l'école. Ce gap est assez, par moments, même dans d'autres écoles, est encore plus fort que ce qu'on peut faire ici. Mais ce gap est nécessaire pour moi, parce que moi j'ai l'habitude de dire, en tout cas je m'en suis fait, c'est pas une habitude, mais je m'en suis fait une image. Je pense que la formation continue est là pour leur apprendre ce que c'est qu'un projet d'architecture, mais pas à être architecte. Je vais être un peu rentre-dedans, mais je pense que c'est une réalité. Tu deviens architecte, en fait, après. Tu ne deviens pas architecte en sortant de l'école. Moi j'ai envie de dire, tu as un diplôme en architecture, mais c'est tout, ça s'arrête là. La HMO est là pour pouvoir fabriquer des architectes. L'expérience que tu fais ensuite dans des agences X années est là aussi pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un architecte, parce qu'à l'école, en fait, on n'a pas le temps de leur expliquer, ou du moins on n'arrive pas à leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'être architecte aussi facilement. Il y a autre chose aussi qu'on leur apprend très mal, par contre, dans cette école, c'est gérer une équipe. On le fait un peu sur le tas, avec la charrette. On va pas faire on va pas aller sur la question de la charrette, mais moi je trouve que c'est un moment pédagogique essentiel dans l'école, parce qu'elle leur apprend énormément de choses, les entrants, les sortants, et il y a un travail qui se fait sur le tas au niveau de la gestion d'équipe, gestion humaine, mais qu'on ne verbalise pas avec eux, qu'on ne leur explique pas quels sont les enjeux, on ne leur explique rien du tout, on leur dit juste faites et démerdez-vous. Et je pense que là, au niveau de l'école, on a peut-être une responsabilité à expliquer un peu plus les choses et à être un peu plus pédagogue sur cette partie, parce qu'il y a des drames des fois, des drames, on en a tous connu, des drames plus ou moins heureux, qui finissent plus ou moins bien, mais chaque année, on a toujours des moments de friction, des moments délicats, parce qu'on n'arrive pas à leur expliquer comment ça fonctionne, une équipe, et on n'arrive pas à leur montrer comment on peut gérer de l'humain, et on les laisse faire un peu à leur façon. Et ça, je pense que c'est un problème. On est quand même, en sortant de l'INSA, on est mieux formé au travail en commun c'est sûr. Et avec les autres intervenants, les ingénieurs et tout, que ceux qui sortent des autres écoles. C'est sûr que la double culture qu'on a, moi j'ai envie de dire, c'est double culture depuis le AI, juste pour faire une aparté AI. Le AI, qui est donc le dispositif archi-ingénieur à l'école, cette double culture, elle s'est, depuis qu'on a fait cette évolution de la formation au sein de l'école, depuis quelques années, là maintenant on est sur 5-6 ans, le AI, effectivement, met au centre cette double culture. C'est les 3 premières années de leur cursus, c'est de pouvoir être dans une culture à la fois architecture et ingénieur, et de pouvoir la valider par un bachelor. Et donc, mais moi, pour moi, quand j'en étais à l'école, j'avais déjà ressenti ça, mais c'était pas verbalisé, c'était pas formalisé. Mais je sentais bien qu'on était dans une école d'ingénieur et on est tous un peu dans cette veine. Et je suis d'accord avec toi, Emmanuel, ça donne une force, une grande force, une grande capacité d'interaction avec les autres. Et moi j'ai envie de dire que le AI pour eux, c'est
on me dit souvent, mais qu'est-ce que ça apporte? Le AI apporte un gain de temps d'un point de vue professionnel. Parce que quand tu sors de l'école, tu as cette double culture qu'on va acquérir au fur et à mesure de notre pratique. Après 5-6 ans, tu comprends très bien ce qu'un ingénieur te dit, tu expliques, tu comprends, tu arrives à saisir assez rapidement ce qui se passe autour des acteurs de la construction. Là, on a fait un accélérateur temporel pour eux, puisqu'on les a amenés à apprendre plus rapidement quels sont les enjeux autour de ces acteurs, et d'être même au centre de tout ça, et de pouvoir être vraiment, et donc d'accélérer, c'est-à-dire ne pas avoir obligé d'attendre 5-6 ans, 10 ans de pratique pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux, mais presque de les avoir en amont. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont tout ça sans, et qui n'en prennent pas conscience et qui ne vont pas chercher à développer plus. Mais en tout cas, l'école, depuis quelques années maintenant, va dans cette direction, effectivement, de donner une double culture à ses étudiants, archi-ingénieurs. Et une fois que tu as ce bachelor, après ces 3 premières années qui sont les trois années communes, tu as la possibilité soit d'être ingénieur avec 2 années supplémentaires, mais tu gardes ta double culture AI des 3 premières années dans ta poche, soit d'être architecte avec 2 années supplémentaires, toujours en gardant ton bachelor AI dans ta poche, soit l'architecte ingénieur avec la double diplomation, et tu as toujours, bien sûr, ta double culture architecte-ingénieur. Donc je pense que c'est vraiment un dispositif qui a renversé le système, puisque le AI tel qu'il se fait dans les autres écoles, c'est d'abord du A, puis du I, ou du I, puis du A. Nous, on a la base même de cette réflexion, ça a été de dire, et si on inversait, et si cette double culture se faisait dans les 3 premières années, et pas à la fin, mais au début. Au-delà de cette double compétence, quand je suis amené, donc si je suis à l'école, à travailler sur un projet vis-à-vis d'un client, quoi qu'il arrive, c'est un projet social. Oui. Quoi qu'il arrive. Et donc ça veut dire que qui dit projet social, c'est quand même une approche d'une connaissance interrelationnelle, compréhension des usages, enjeux politiques, ainsi de suite. Oui, c'est une part qui alors, tu m'as parlé à un moment donné, qu'est-ce qui manque? C'est peut-être cette partie-là qui manque un peu dans la formation, parce qu'effectivement, on est très tourné vers la technicité, la construction, et cette part-là est peut-être je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas, parce qu'elle existe. On a des cours, on a des tas de... On a même des enseignants qui sont là-dedans, mais peut-être pas suffisamment installés, pas suffisamment reconnus vis-à-vis d'autres collègues. On ne va pas rentrer dans ce genre de discussion, mais c'est vrai que c'est peut-être la partie qu'il faudrait un petit peu plus muscler. À un moment donné, la difficulté, c'est aussi qu'on a des emplois du temps qui débordent de partout, mais ce serait à ce moment-là pour un peu réduire à certains endroits pour pouvoir donner un peu plus de place à toutes les sciences humaines et sociales, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être une des choses qu'il faudrait un petit peu améliorer. Après, c'est vrai que ça pourrait être des exercices quand même où on met le client au cœur du projet. Je me souviens de ces exercices que faisait Louis Picron, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font, tu sais, où il disait, il nous faisait prendre un client, il y a Monsieur Truc, il y a le couple bidule, et on créait le logement de ce client et on mettait en commun. Il y a quand même à l'école, au-delà des cours de sociaux, parce qu'il y en a des cours de sociologie, de la sociologie urbaine, de l'usage, il y en a des cours de tout ça. Au-delà de ça, les exercices, on les déconnecte jamais d'une commande et d'un client, jamais. Moi, je me suis amusé à faire la même chose. Il y a je pense que ça doit être un souvenir des études, parce que ça m'est revenu aussi il y a 2 ans, et j'ai fabriqué un exercice un peu équivalent avec les 2e années, en donnant des couples, des familles, en les caractérisant vraiment très fortement, en détaillant des choses qui étaient des choses personnelles, en mélangeant des rencontres, des copains, mais aussi des personnalités connues. Voilà, il y avait des pianistes connus, des violoncellistes connus, et j'avais fabriqué un exercice qui a aussi plutôt bien marché dans des dents creuses à Strasbourg, mais ça peut marcher aussi à Paris, avec autour de la question du client. C'est vraiment en allant en oubliant tout le reste et en travaillant en 2e année. C'est ça qui est intéressant, puisque moi j'étais enseignant de 2e année jusqu'à prendre la direction, et cette année je le lâche pour plein de questions. Il y a trop de choses à faire du côté de la direction. Mais c'est vrai que la 2e année était très axée sur la question concept au sens découvrir ce que c'est qu'un concept,
essayer de comprendre à quoi sert un concept, et surtout, parce que souvent ils en ont peur, ils pensent que concept, il faut faire des azous, il faut faire n'importe quoi, et alors que des fois un concept peut être d'une grande simplicité, et dans sa formalisation aussi. Et donc on pratiquait vraiment des exercices courts et des exercices longs. Et l'exercice long était sur des projets plus classiques, avec un travail sur le logement, autour de la question de l'immeuble, du logement intermédiaire, etc., de pouvoir explorer avec eux ces questions-là, mais aussi dans des exercices courts, en travaillant sur des thématiques particulières, et donc justement en prenant la porte d'entrée du client et en le caractérisant, en lui donnant un caractère suffisamment fort pour qu'il parte de cette donnée-là, et pas qu'il parte de la question du contexte, de la question de, je sais pas, de tout ce qu'on pourrait imaginer, mais qu'il parte de ce principe-là. Et c'est vrai que ça a fait des choses qui étaient très intéressantes, et en même temps par moments complètement à côté de la plaque, pour le dire très simplement. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'enseigne, qu'il y a des personnalités qui vont avoir une grande sensibilité à cette question de l'usage, à cette question du social, et d'autres qui ne l'ont absolument pas, et qui ne veulent même pas comprendre de quoi il s'agit. Par contre, ils vont être très séduits par la question de la forme, ils vont être très séduits par la question sculpturale, l'esthétique, la question de la matérialité éventuellement. Et en fait, c'est très rigolo parce que ces mêmes personnes, selon les sujets, peuvent avoir des approches qui évoluent. Et peuvent effectivement, dans certains cas, ne plus aller vers leur domaine d'appétence, mais aller vers un domaine qu'ils ont déjà vu dans d'autres projets, qui ont été menés par d'autres étudiants et qui ont amené une pierre à l'édifice sociétal, social, de l'usage, et qui ont été séduits par ça, alors qu'eux-mêmes ne l'étaient pas au départ. Donc, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que l'exercice peut être imposé, et c'est vrai, quand on vient travailler comme ça avec un exercice où on impose une voie d'accès au projet, je trouve que c'est très intéressant, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de prendre conscience qu'il y en a certains qui en ont, pour le dire simplement, qui n'avaient rien à foutre en fait, qui n'ont pas compris le sujet, qui n'ont pas compris comment on pouvait rentrer, et qu'il fallait en fait, souvent, quand tu es confronté à la maîtrise d'ouvrage privée individuelle, c'est eux l'accès, quoi. Le site souvent est relativement assez simple, il n'y a pas grand chose à en dire, il est souvent plat, ou s'il y a un peu de pente c'est déjà pas mal, s'il y a un peu de végétation c'est mieux, mais souvent c'est des... Voilà, et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y en a certains qui s'en sont désintéressés. Peut-être que ceux-là, on va les retrouver dans des agences usines dans lesquelles on leur demande de travailler sur des sujets où l'usager il est hyper loin parce qu'on s'en fout, quoi. Mais bon, voilà. Je vois bien cette approche, cet intérêt, je dirais, centré sur ce que moi j'appelle la réalité de l'activité. Oui. Aujourd'hui, quand même, les maîtres d'ouvrage, pour se substituer à cette compréhension de l'usager et de la réalité, donc je reviens sur mes amuistes là, ils confient, alors parfois aussi à des designers, un protocole où on va réunir des gens soi-disant représentant des populations concernées dans des démarches de design de service ou de design thinking. Mais pour moi, ce sont des gens qui sont des intermédiaires, ce ne sont pas les utilisateurs, ce ne sont pas les usagers. Je veux dire, ils font parler en décalé, avec toute la subjectivité. Et donc, c'est vrai que quand j'ai vu ce matin les étudiants, avec les hésitations qu'ils ont, c'est normal au regard de leur jeunesse, mais on sent qu'ils sont allés sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est une très mauvaise tendance des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire de mettre entre vous, les architectes, et la maîtrise d'œuvre en général, ces opérations de design thinking, de design de service, pour sortir des choses qui ne sont même pas des diagrammes fonctionnels, qui sont des intentions de ce que j'aimerais avoir. Comment faire? Alors, on ne va pas leur couper la tête, mais pour démystifier vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, ce leurre. Oui, ça je suis d'accord. Il y a quelque chose que tu as dit qui était, je pense, à mon avis, important. Tu as dit il y a une forme de déconnexion entre la maîtrise oui, la maîtrise d'ouvrage confie à quelqu'un l'illustration du projet qu'elle voudrait porter, quoi. Oui. Mais alors, par rapport à cette question sur les étudiants, comment par rapport à la réaction qu'ils avaient, tu disais ils étaient hésitants, donc en quoi par rapport à... Ce matin, alors il y en a un, mais bon, sur un petit groupe quand même, il y en a un qui, quand on a parlé d'usage, immédiatement il a dit, ça on le confie à un assistant à maîtrise d'usage. Ah oui. Voilà.
Oh, ça commence à être inquiétant ce que tu viens de dire, parce que là, ils sont déjà dans ça veut dire processus... que voilà, ça veut dire qu'ils l'entendent. Mais qui c'est qui leur a dit? J'en sais rien. Parce que là, non, mais il a peut-être entendu dans la vie civile aussi, hein. C'est pas forcément à l'école. Mais ça veut dire que petit à petit, oui. Et aujourd'hui, moi quand je regarde M2BPO, donc, et pourtant je suis que dans la discipline ergonomie M2BPO, j'ai toutes les semaines 3-4 projets où il y a de l'AMU qui est demandé et non pas d'ergonomie. Alors moi je réponds, je force le trait. Bien sûr. Parce que je me prétends amuiste. Hein. Oui, voilà. Non mais je comprends. Mais alors, c'est marrant qu'un étudiant puisse aller spontanément quand même répondre ça. Bon, alors, je suis un peu surpris. En fait, on parlait des usages, ouais. Et du coup, je dis, bah tiens, c'est Golestan, non pas Golestan, comment il s'appelle, Genestan, pardon, il ne faut pas dire en, il faut dire... Oui. Genestan, qui hier demandait qu'est-ce que c'est qu'un ergonome. Je lui dis, bah tiens, justement, qu'est-ce que c'est qu'un ergonome? Et donc il explique son métier, et il dit, mais ça c'est pas plutôt les AMU, les assistants à maîtrise d'usage, tu vois. Et donc, c'est vrai que, bon, alors, tu as bien compris que Jean-Luc, lui, il se bat pour son métier et puis pour ses compétences. Et aujourd'hui, on est un peu noyé par ces métiers annexes, connexes, qui viennent graviter autour de ce qu'on fait, ce qu'on dessine, ce qu'on pense. Et à un moment donné, qui deviennent plus forts que le projet, alors qu'il est fictif. Et là, moi, la grosse question que moi je me pose, je me dis, mais pourquoi les architectes ne se disent pas que c'est eux qui sont eux-mêmes, mais qui travaillent sur l'usage quand même, c'est oui, c'est tellement évident ce que tu dis, et que oui, je pense qu'il faudrait qu'ils redeviennent, donc qu'ils reprennent ce rôle. On dit l'architecture n'est plus ce qu'elle aurait dû être, mais l'ingénierie aujourd'hui, ce n'est plus de l'ingéniosité, quoi. C'est rentrer dans les injonctions paradoxales, je dirais, du major qui demande de fabriquer à moindre coût, quoi. C'est ça. On est des exécutants, on est dans la même salade. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il faut soigner donc cette communication. Oui. Ça me paraît important. Oui. Il faut oser effectivement aller confronter. Et puis après, on disait donc hier avec Samuel effectivement que pour ne pas être piégé à avoir des réflexions connexes qui arrivent parfois au milieu du projet quand il est commencé, de travailler un peu mieux en amont les études d'opportunité, de faisabilité, de programmation, qui normalement n'enlèveront rien à l'architecte parce qu'après il va travailler, je veux dire, dans l'insertion du territoire du patrimoine. Qui nourrissent l'architecte, on a besoin, surtout dans le logement, en fait. Je pense que c'est pas qu'une question de marketing. À un moment donné, c'est une question de loi, quoi. C'est tout ça législatif. Si on ne fait pas bouger les lignes, il n'y aura absolument rien qui va bouger à partir du moment où on fait référence systématiquement à des textes, à des arrêtés, des décrets, à des tas de choses qui ancrent la culture de tous les acteurs de la construction dans une sorte de débat de oui, mais c'est ça, et puis il n'y a pas de raison de faire plus parce que il n'y a pas. Donc il faut s'adresser effectivement à tu disais syndicats, ordre, pour pouvoir les convaincre justement de porter cette parole. Quelque part, c'est le rôle de l'ordre, d'être le lien entre le métier, la profession et le législateur. Et donc quelque part, c'est peut-être aussi à discuter au niveau national, au CNOA, pour pouvoir justement essayer d'introduire quelque chose qui irait dans ce sens-là. Mais c'est pas les seules évolutions qui doivent, à mon avis, c'est pas que ça qui doit évoluer. On forme des AI, par exemple. Je reviens juste sur ma marotte, sur la marotte de l'école, mais c'est compréhensible. On forme des AI, et l'ordre continue de s'appeler l'ordre des architectes. L'ASIA, en Suisse, ça s'appelle la Société des ingénieurs et des architectes. C'est la même chose que l'ordre. Il y a bien une évolution qui se fait. En Belgique, c'est la même chose. C'est un ordre qui est pour les ingénieurs et les architectes. À un moment donné, si le législateur ne transforme pas ce qu'on est en train de mettre en place, il n'y aura rien. Ils seront toujours soit des architectes, soit des ingénieurs. Il y en aura quelques-uns qui auront tiré leur épingle du jeu et qui pourront des marques Mimram et autres, qui pourront éventuellement imaginer être architecte-ingénieur. Je te fais un peu d'histoire, mais parce que j'ai ce mandat à la fédération, je me suis intéressé à l'histoire. Je dirais, quand les ingénieurs ont voulu être reconnus comme un ordre, les seuls qui ont regimbé, c'est les architectes. Je sais bien, mais attends, mais replace-le ça. Replace-le dans le temps. Ah oui, on n'est plus dans la même époque. Non. Donc il faut peut-être l'envisager. Non, 1904. Oui,
c'est ça. Ouais. Donc, mais ça n'empêche que pour moi je ne suis pas ni un fan, ni un contre l'ordre. J'ai pas d'intérêt dans un sens ou dans l'autre d'en parler d'une certaine façon ou d'une autre. J'en connais un certain nombre qui peuvent cracher sur l'ordre, et d'autres qui les encensent, voilà. Et ça dépend aussi de ceux qui sont élus, etc., et qui portent quel projet, etc. Mais n'empêche que pour pouvoir à un moment donné être porte-voix de quelque chose, il faudra faire partie peut-être d'une liste pour pouvoir être à un moment donné élu et pouvoir accéder justement avec un vrai projet qui porte peut-être effectivement des nouvelles fondations de quelque chose qui doit être redéfini parce que la société a tellement accéléré et nous on reste sur des systèmes qui sont anciens, quoi. Dans les différentes interviews aussi, tu parlais tout à l'heure de faire évoluer la loi, on a été plusieurs à discuter, effectivement, c'est que malheureusement, et même les donneurs d'ordre me le disaient dans les interviews, malheureusement aujourd'hui on vit un empilement de textes ça, c'est sûr. qui voilà, normalisent aussi beaucoup des choses et qui, eux, y compris, ne permettent pas cette intention d'expérimentation, cette innovation. Voilà. Oui, on peut prendre des tas d'exemples où tu travailles sur un projet et puis il y a quelqu'un qui dit bah, attends, tu travailles, t'es pas sur la bonne norme là. Ah bon, merde, alors que tu es le chef de. Puis je dis merde, je dois aller réviser, donc tu vas vite voir et tu te rends compte qu'effectivement tu es sur un truc qui a 2 ans, 3 ans et qui est plus du tout à jour. Et ça c'est vrai, et cet empilement il est en plus avec des contradictions de dingue par moment. Un des indicateurs, puisqu'on était sur le logement par exemple, c'était je peux construire X logements à condition que j'offre X places de stationnement. Alors qu'aujourd'hui on s'aperçoit que dans les évolutions des modes de vie, le stationnement devient un élément de partage social qui fait que mon stationnement, je peux le donner à quelqu'un en journée quand moi je m'en vais au travail, ainsi de suite. Donc, on est dans cette impossibilité de croiser des éléments d'organisation de vie et d'usage avec des obligations et des orientations normatives. Et dans l'autre sens, il y a aussi des évolutions que j'ai découvertes, parce que ça fait pas longtemps qu'on pratique à Strasbourg, de façon un peu assidue maintenant, puisqu'on était parisien avant. Dernièrement, on est confronté sur un projet de logement à sous-dimensionnement d'un local vélo, parce qu'on n'avait pas pris en considération, bêtement, le PLU à Strasbourg impose des dimensions pour les cargo bikes, que moi je n'ai pas découvert ici, bien sûr, le cargo bike je connais, mais j'en ai pas, mais là je suis cycliste, mais c'est simplement, il y a aussi des évolutions qui glissent plus rapidement, qui percolent plus rapidement, comme par exemple celle-ci. Mais je suis d'accord avec toi sur la question automobile, mais je pense que les cycles de révision sont plus longs sur ces thématiques, ils sont plus longs, et comme les PLU souvent s'appliquent sur dans des situations qui ne sont pas forcément toujours identiques, dans certains cas en fonction des zones, je pense que c'est un peu plus touchy d'arriver à c'est plus compliqué, je pense, sur la question d'automobile. Mais bon, voilà, je dis juste. Comment on réfléchit des choses pour faire des PLU un peu intelligents, un peu plus intelligents. Dans nos enquêtes, tu sais, quinquennales, on s'est rendu compte, et c'est pas un défaut, que beaucoup de nos architectes, en majorité, travaillaient en agence d'architecture ou avaient fabriqué leur propre agence. En majorité, on est entre 70 et 80%. Tu vas me dire, mais que font les autres? Alors, il y a un certain nombre qui font autre chose, qui se sont lancés dans une autre vie, qui ont eu une formation complémentaire en charpente, qui sont devenus entrepreneurs ou qui ont fait autre chose dans leur existence, qui ont ouvert des restaurants ou sont devenus musiciens. Et puis un certain nombre d'autres qui travaillent dans la maîtrise d'ouvrage. Je dis ça parce que tu dis il faut aussi changer les mentalités côté maîtrise d'ouvrage. Ça se fera bien sûr par des nouveaux décrets, lois, arrêtés et autres qui permettront de fabriquer un cadre législatif qui permettra au maître d'ouvrage d'imaginer les choses un peu différemment, mais ça part aussi d'un autre principe, c'est que les écoles d'architecture ont peut-être aussi vocation à fabriquer bien sûr des architectes, mais aussi peut-être des personnes qui pourraient être amenées à travailler dans la maîtrise d'ouvrage et qui pourraient diffuser cette culture, ce regard, cette approche et cette sensibilité au cadre bâti de l'intérieur du dispositif. Et on a beaucoup, on en connaît, Frédéric Tonel ici, Eric Chanderowski et d'autres qui sont allés de l'autre côté, si je peux dire des choses comme ça. La formation des maîtres d'ouvrage, la sensibilisation est extrêmement importante. Absolument, absolument. Tu fais un colloque,
tu récupères 150 personnes de la grande communauté. Il y a la question de la légitimité aussi, qui n'est pas évidente à mener, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que je parlais de l'ordre, et qu'à un moment donné, il y a, le législateur n'écoutera que ceux qui sont légitimes à son oreille d'entendre, parce qu'il n'ira pas écouter tout, parce que c'est impossible de toute façon. Et donc je pense qu'à un moment donné, il est important qu'on soit aussi légitime à apporter une parole. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais passer par une élection, c'est-à-dire porté par un groupe qui permet à un moment donné de fabriquer un projet, qui permet ensuite d'être amené à, permettrait de fabriquer une forme de légitimité évidente, quoi. Parce que aux yeux des personnes qui peuvent éventuellement être à l'écoute, tu as une légitimité de fait, quoi. Point. Donc au-delà du côté caractère individuel ou même collectif, même si on est X milliers, il y a quelque chose qui à un moment donné, il y a un plafond de verre. Alors juste pour revenir sur la question, parce que quand même là on transgresse vers des questions un peu plus politiques, mais moi j'aimerais quand même revenir sur la question du logement, parce que quelque part on était un peu sur ce sujet et sur le travail que vous êtes en train de mener avec les étudiants, puisque, alors je ne sais pas si dans le cadre de ce que vous êtes en train de faire, ça s'inscrit dans le partenariat, là, ce que vous faites actuellement avec les étudiants. Ouais. Un peu, ouais. Un peu. Bah oui, parce que l'idée c'est de créer le cadre de vie pour que le logement soit possible. On est d'accord. Donc dans le cadre de la formation, urbain. Tu le fais, projet urbain, avec ça. Ouais. Okay. Et tu continues au séminaire aussi? Ouais, on va se refaire un séminaire en janvier. En janvier, là, le truc du 21, 22, 23, là. Ouais, ok, impeccable. Parce que moi, j'ai des thématiques, Christelle me dit exactement ce qui va se passer, etc. Mais donc je savais que effectivement, tu t'impliquais dans un des séminaires. Moi, je serais très curieux de savoir ce qui va en sortir, parce que on est acteurs ensemble autour de cette question. Et donc, quels sont les, sur le fond, pas sur la question pratique qu'on était en train d'aborder, mais moi j'aimerais juste un peu, je vous pose une question, je renverse un peu les rôles. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que tu peux dire, toi, Emmanuel, par rapport à... Moi, je peux te dire qu'ils ne sont pas du tout armés pour faire du logement. Okay. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on forme des architectes. On forme à l'architecture, à la conception, donc à l'urbain, à des grands équipements, à des petits équipements, à de la technique de construction. Donc ils vont dans le champ qui les intéresse, ouais. Surtout au diplôme, on voit bien. Et aucun ne va faire du logement, ou très peu, ou à la marge d'un projet un peu plus global, oui. Très très peu. Cette question-là, elle est presque pas enseignée ici. J'aimerais bien que tu contrecarres. Hein. Ou si elle est enseignée, comment est-elle enseignée? Alors que quand tu regardes la production architecturale, c'est 80% du bâti, c'est quand même du logement. Bien sûr. Une école, c'est une école pour 500 logements, c'est pas le contraire, quoi. Alors sur la question de l'enseignement, du logement, c'est vrai que moi quand je suis arrivé ici, il y a maintenant presque 10 ans, au début, j'étais surpris que toutes ces questions, que la question du logement ne soit pas reprise par un certain nombre de membres de l'équipe. En tout cas, je ne voyais pas, je n'identifiais pas quelque chose qui traitait du logement comme on avait pu nous l'entendre quand on était ici. C'est-à-dire à un moment donné, un pape du logement, dont le gars c'était M. Moreau, M. Deladieu, il te parlait de la longueur de journée, c'était sa marotte, il te faisait que ça. Voilà. J'étais surpris qu'il n'y avait plus une personnalité qui parle de cette question-là, et j'étais surpris d'autant plus que dans les PFE, on remarquait chaque année que c'était des thématiques, grands établissements, petits établissements recevant du public, des équipements, des trucs, mais la question du logement était très rarement abordée, et quand elle était abordée, ça se passait pas très bien pour l'étudiant, et donc il y avait une publicité négative qui se faisait autour de cette thématique à chaque fois, comme les jurys étaient sévères sur ces projets, plus personne ne choisissait la question du logement. Et donc maintenant, quand il y a des étudiants qui disent j'aimerais bien travailler sur le logement, mais j'ai un peu les boules, parce que je sens que je vais me faire prendre au virage, tu leur dis mais non, allez-y, il faut s'en saisir, parce que justement, il n'y en a pas suffisamment. Et pour preuve, c'est que j'étais président du Trophée Béton cette année-là, et on a eu les premières réunions de sélection, etc. Et là, on constatait que sur les 50 projets qui étaient présentés, ils ont juste envoyé, c'est pas encore on a fait la sélection des 10, et puis ensuite il va y avoir la présentation des projets par les candidats. Aucun des projets sélectionnés ne parle de logement, parce que sur les 50, il n'y avait que 3
projets, pardon. 3 projets qui parlaient du logement, dont un qui parlait vraiment du logement, les 2 autres étaient un peu à la marge. Donc ça nous a choqués, ça m'a choqué énormément, et c'est vrai qu'il y a un problème de fond sur cette question-là. Alors maintenant, sur la question de la formation du fond. Moi, quand j'ai pris la deuxième année en responsabilité, je me suis dit, c'est l'année où il faut qu'on puisse découvrir cette question du logement. Très, très schématiquement, M. Guéné, Franck, travaille sur la question de l'initiation à l'architecture en travaillant sur des objets qui sont à l'échelle d'une famille. Souvent c'est de la maison individuelle ou de la petite bibliothèque, tout petit équipement. On est parti du principe que la deuxième année était une évolution et devait passer à une échelle, on devait monter en gamme et se confronter à la question contextuelle d'un réel site avec des contraintes, des pigments en attente, des machins, etc. D'où ce travail en milieu urbain qui est mené chaque année, que ce soit à Strasbourg ou n'importe où, et qui permet de se confronter à un contexte. Et ensuite, on a introduit la question du logement collectif. Et je donne des cours, j'ai à peu près 9 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 9 heures, de cours où je traite les différents aspects de la question du logement. La première heure et demie parle de ce que j'ai appelé le chez soi. Je définis ce que c'est que le logement, mais au sens très large du terme, un peu d'histoire, mais pas trop, parce que je sais que Christophe Toué fait la même chose en histoire de l'architecture sur la question du logement. Il part lui, avec un angle d'attaque sur la question de l'histoire, de l'architecture vraiment appliquée au logement. Donc on travaille des 2 côtés pendant le premier semestre. Donc il y a le premier cours qui est chez soi, le deuxième cours que j'ai appelé 42 bis en référence à une adresse dans laquelle j'ai habité et qui parle que de la question des accès, de l'adresse, l'importance de l'adresse, de la question des accès horizontaux, verticaux, tous les dispositifs à partir d'une revue de projet en travaillant sur la production française et européenne. Le troisième est sur la question des prolongements extérieurs. Donc, et en fait, à chaque fois, quand je dis troisième, souvent c'est 1h30 qui déborde sur l'heure d'après, parce que comme ça me permet de faire des articulations, parce qu'en fait, c'est des cours qui sont saucissonnés, mais qui ne sont pas censés être saucissonnés, puisque c'est un cours global sur le logement. Et le quatrième qui parle de la question de l'enveloppe, et comme on est dans une école architecte-ingénieur, par contre là, d'un coup, on a les oreilles qui commencent à s'ouvrir, et tu disais, oui, on a effectivement un public qui n'est pas un public qui est sensible à certaines questions, mais qui l'est sur d'autres. Et donc, dès qu'on commence à parler d'enveloppe, de performance, mais pas que de performance, parce qu'on parle aussi de proportion, de ce que c'est qu'une façade de logement en ville, etc. Je leur montre aussi des ouvrages dont je pars dans toutes les directions. Là, d'un coup, j'ai plus d'attention que quand je commence à leur parler au départ. Ils pédalent dans la choucroute, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, habiter, de quoi ils nous parlent. Moi, j'habite dans une maison individuelle, d'ailleurs, c'est très rigolo. Chaque début d'année, on leur pose la question, vous êtes combien à vivre dans des appartements et combien dans des maisons individuelles? Ils sont tous en maison individuelle. Presque plus personne ne vit dans un immeuble, sauf, bien sûr, quand ils reviennent faire leurs études ici, où ils sont pratiquement tous dans des immeubles. Mais j'aime bien avoir ces réponses. Et donc, le quatrième parle de l'enveloppe, et le cinquième boucle vers la question urbaine, de la question du logement, avec les formes associées, c'est de la morphologie, associée à la question du logement, et là, on part dans plein de directions. Donc, ces cours, ils existent, ils sont au premier semestre de deuxième année. Pour moi, j'appelle ça de l'initiation à la question du logement, parce que c'est vraiment des trucs de base. Emmanuel, imagine-toi qu'il y en a certains qui te dessinent des chiottes qui sont absolument pas des chiottes, qui te dessinent des choses mais qui ne fonctionnent pas dans leur plan, et qu'il faut aussi passer par des trucs qui sont, j'aime pas trop dire ça, mais oui, on est obligé de leur montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est qu'une salle de bain, quelles sont les fonctions qui sont nécessaires, et leur expliquer pourquoi il y a des appareils et comment ils fonctionnent. Et des fois, ils découvrent des choses, et moi-même, je suis surpris. Pour moi, j'appelle ça l'initiation, parce que le premier semestre, les 9 heures, ça ne peut que me permettre d'introduire des sujets. En troisième année, ils ont le projet urbain qu'ils font avec M. Steiner, Bruno, et qui débouche sur un projet de logement un peu plus costaud que celui qu'on fait en deuxième année, puisqu'ils sont sur 35, des fois c'est 2 ou 3 immeubles, et puis ils travaillent sur quelque chose d'un peu plus costaud. Là, j'ai une piqûre de rappel, j'ai eu le droit, j'ai pas eu le droit, j'ai demandé à Bruno s'il était possible de faire un travail spécifique sur le logement communautaire.
c'est-à-dire aller plus loin sur la dimension sociale et notamment sur la question de l'expérimentation zurichoise. Et là, je suis déplacé, je suis allé visiter les opérations, je suis allé voir ce qui se passait, je suis allé réfléchir, discuter avec les gens qui étaient là, et je peux faire une restitution de ce que j'ai pu vivre vraiment. Et j'ai un cours d'1h30 qui déborde souvent, je demande 2 séances, parce qu'il y a trop de choses à dire sur les expérimentations de logement zurichois, mais pas que, puisque ensuite je me balade en Allemagne, au Japon, et on voit qu'effectivement ça SM. Et voilà, ça s'arrête là. Les cours de théorie sont souvent centrés autour, en tout cas dans les 3 premières années. En première année, je sais très bien ce que Franck fait, parce que je vois très bien ce qu'il fait. En deuxième année, ce que je te disais, second semestre, on est plutôt sur la question de l'existant. Avec Christophe aussi, on travaille à essayer de travailler sur qu'est-ce que c'est que concevoir dans et avec l'existant. Et en troisième année, c'est plutôt de l'urbain. Et puis il y a ces questions, ce point sur le logement. Mais je ne sais pas ce que fait Guillaume exactement, et ce que font les autres autour de cette question-là. Et après, en quatrième année et en cinquième année, j'ai l'impression qu'on est plus sur des cours de méthodologie d'architecture. Parce que moi, en cinquième année, cette année, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et c'était un cours que j'inaugurais, mais ça faisait 5 ans qu'il était dans mes ordis et que je ne le montrais à personne, que je ne le faisais pas parce que je ne savais pas où le mettre. Et là, cette année, j'ai eu cette opportunité de pouvoir fabriquer un cours sur la méthodologie, de bien leur faire comprendre qu'une grande partie du travail qu'ils font en 5e année est autour de ce qu'ils peuvent amener, eux, en tant qu'individus, dans le process. Et c'est à partir d'un certain nombre de conférences et puis de lectures, j'ai fabriqué un cours de méthodologie qui est un cours qui a été plutôt bien reçu, mais qui, pour certains, était du chinois. Je l'ai vu. Ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de leur dire, parce que pour certains, j'en suis quasi sûr, ils ne feront jamais d'archi.